On peut imaginer la scène un instant, hein. On est en plein cœur de Barcelone, au XIVe siècle. Une époque assez intense pour le commerce. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la foule est massée sur la place publique, le silence est vraiment de plomb, et devant le comptoir même de son propre établissement financier, il y a un homme qui est agenouillé. Ah, Un bourreau lève sa hache et hop, la seconde d'après, la tête d'un grand banquier roule sur les pavés. waouh. C'est l'histoire de Francesc Castillo, n'est-ce pas? Exactement. Exécuté en 1360, et pour une maison en fait très simple, sa banque avait fait faillite et il avait juste pas pu rendre l'argent de ses clients. C'est un contraste qui est saisissant, surtout aujourd'hui. Ah bah c'est clair, quand on regarde les immenses plans de sauvetage modernes qui sont financés par les fonds publics dès qu'il y a une crise, le contraste est pour le moins brutal. C'est sûr. Et il faut bien comprendre que cette exécution, c'était pas du tout un acte de barbarie arbitraire. C'était juste l'application stricte d'une loi catalane de 1321. À l'époque, la faillite bancaire, c'était considéré comme l'un des crimes les plus graves possibles. D'accord, décortiquons tout cela, parce que c'est exactement le cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui. Notre matière première, c'est un ouvrage absolument monumental, le livre de l'économiste Jesus Huerta de Soto qui s'intitule Monnaie, crédit bancaire et cycles économiques. Un livre très très dense. Super dense, ouais. La mission de cette analyse, en fait, c'est de déconstruire les fondements juridiques secrets et l'histoire fascinante de la banque au quotidien. L'objectif, c'est de montrer à ceux qui nous écoutent comment une simple petite modification d'un contrat vieux de plusieurs millénaires a façonné et parfois totalement détruit l'économie mondiale. C'est un sujet capital en effet. Parce que d'ordinaire, la plupart des gens ont une idée reçue. On pense que l'argent déposé à la banque repose sagement à l'intérieur d'un coffre-fort blindé. Alors que la réalité est très différente. Voilà. L'histoire et le droit nous racontent une toute autre histoire. Une histoire vraiment pleine de scandales, de papes anciens et de banquiers décapités comme on vient de le voir. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'ensemble de l'édifice bancaire moderne repose sur ce que l'auteur identifie comme une violation pure et simple d'un principe juridique fondamental. Un principe romain, c'est ça, hein? Tout à fait. Un principe qui avait été rigoureusement établi sous la Rome antique. Pour comprendre comment tout le système a fini par dérailler au fil de l'histoire, il faut impérativement revenir aux règles du jeu d'origine. Les juristes romains ne laissaient vraiment rien au hasard quand il s'agissait du droit de propriété. Du coup, je propose qu'on s'enche sur cet ADN juridique, parce que sans lui, c'est juste impossible de comprendre les crises qu'on traverse. Les Romains, ils avaient catégorisé les choses avec une précision quasi chirurgicale. Il y a d'abord ce qu'ils appelaient le contrat de prêt classique. Le mutuum. Voilà, le mutuum. Comment ça marchait? Le mutuum, c'est très clair. C'est le transfert de la propriété, mais surtout, et c'est le point clé, le transfert de la disponibilité de la chose prêtée. Donc on s'en sépare complètement. Exactement. Le prêteur renonce consciemment à l'usage de son bien pendant une période donnée et, en compensation de cette privation temporaire, il peut exiger des intérêts. D'accord, c'est logique. Ensuite, de l'autre côté du spectre, on trouve le dépôt régulier. Là, on confie un objet précis et unique, genre un tableau de maître ou des bijoux de famille. Ok. Et là, il n'y a pas de transfert de propriété. Voilà. Le dépositaire n'en devient pas propriétaire, il a juste la stricte obligation de le garder en sécurité et de rendre cet objet précis quand on lui demande. Et c'est là qu'intervient la fameuse subtilité qui va absolument tout faire basculer, le dépôt irrégulier. La zone grise. C'est ça. Ce contrat, il concerne les biens qu'on appelle fongibles. Concrètement, c'est des biens qui sont parfaitement interchangeables. Un tonneau de blé, une once d'or ou tout simplement des pièces de monnaie. Dans ce cas-là, la propriété est techniquement transférée, vu que le banquier va forcément mélanger les pièces d'un client avec celles d'un autre. Et c'est exactement ici que la confusion moderne prend racine. La propriété est transférée, certes, mais la disponibilité ne l'est pas. C'est la nuance cruciale. Absolument. Le droit romain exigeait que le déposant conserve une disponibilité absolue, totale et immédiate de ses fonds. Le banquier avait l'obligation absolue de maintenir ce que les Romains appelaient le tandundem. Le temps d'une dème. Oui, c'est-à-dire l'équivalent exact en quantité et en qualité. Il devait être prêt à restituer cet équivalent à la seconde même où le client le réclamait. Donc une réserve de 100%. En termes modernes, oui, c'est exactement ça. Une réserve obligatoire de 100% à tout moment. Pour bien ancrer ça, on peut utiliser une petite analogie. Imaginons un service de voiturier.
Si on laisse sa propre voiture, c'est un dépôt régulier. Le voiturier n'a pas le droit de la louer pour faire un tour avec. Évidemment, ce serait du vol. Par contre, si on laisse un billet de 20 € au vestiaire, c'est un dépôt irrégulier. Le préposé peut tout à fait utiliser ce billet précis de 20 € pour rendre la monnaie à quelqu'un d'autre, vu qu'un billet est fongible. Mais, et c'est un grand mais, il doit impérativement avoir un autre billet de 20 € dans sa caisse pour le rendre à la seconde où on revient à le chercher. C'est une excellente image. Cela soulève une question importante sur la nature de cette fameuse disponibilité. Pourquoi les grands juristes romains, des gens comme Ulpien, considéraient-ils que l'utilisation de cet argent par le banquier pour ses propres affaires, c'était un vol, un détournement de fonds? Bah oui, parce que le banquier pourrait se dire « je vais juste faire fructifier cet argent et je lui rendrai plus tard ». Mais le droit romain disait non, parce qu'il y a une différence fondamentale dans le but juridique du contrat. Le but d'un dépôt, c'est la garde, c'est la sécurité. Le but d'un prêt, c'est chercher un rendement en acceptant un risque. Si le banquier utilise l'argent déposé, il transforme en secret un contrat de garde en contrat de prêt. Sans le dire à son client. Voilà, il impose un risque au client sans son accord. Et chez les Romains, utiliser l'argent d'autrui comme ça s'appelait le crimen peculatus. Le cadre était super strict. Mais du coup, si la règle romaine du tantundem, cette réserve de 100%, était si claire et si logique, pourquoi est-ce que les banquiers l'ont enfreinte? La tentation, L'appât du gain, oui. Parce que voir tout cet argent dormant dans un coffre et savoir qu'on peut faire des profits massifs en le prêtant en douce, c'était apparemment impossible d'y résister. oh, l'histoire regorge de ces banquiers qui ont craqué. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes, les sources mentionnent un banquier très connu, un certain Passio. Il a fait quoi, Spatio? Un riche client lui confie une fortune en dépôt. Et Passio, incapable de résister, prend cet argent pour financer ses propres affaires. Sauf qu'un jour, le client revient réclamer son argent. Et là, Passio est coincé. Il n'a pas les fonds. Alors, plutôt que d'avouer qu'il a volé dans la caisse, il choisit la fuite en avant. Il nie carrément l'existence même du dépôt. Sérieux? Il fait genre « je vous connais pas ». Exactement. Il falsifie les livres de compte. Et il va jusqu'à cacher les esclaves qui travaillaient pour lui, comme comptable, pour éviter qu'ils ne témoignent contre lui, potentiellement sous la torture comme ça se faisait à l'époque. C'est complètement dingue, mais il y a une histoire encore plus folle dans le livre. À Rome, vers les années 185-190 après Jésus-Christ, l'histoire d'un certain Caliste. C'est digne d'un film. Ah oui, l'histoire de Caliste est incroyable. À la base, c'est un esclave. Son maître, qui est un riche chrétien, lui confie carrément la gestion d'une banque. Caliste récupère les dépôts d'une grande partie de la communauté et notamment l'argent de veuves chrétiennes. Et bien sûr, il utilise les dépôts pour spéculer. Évidemment. Sauf qu'il fait faillite. L'argent a disparu. Quand la supercherie éclate, il panique et tente de s'enfuir en bateau. Il se jette même à la mer pour essayer d'échapper à ceux qui viennent l'arrêter sur le port. Oui, il est repêché, jugé par le préfet de Rome, et il est condamné, envoyé aux travaux forcés dans les mines de sel en Sardaigne. L'enfer sur terre à l'époque. Un destin tragique pour un banquier fraudeur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Caliste, il mord pas dans ces mines. Des années plus tard, à la suite d'une amnistie, il est libéré. Il retourne à Rome, regagne peu à peu la confiance de la communauté chrétienne et il gravit tous les échelons, un par un, pour finir par devenir, Le pape. oui, le pape Caliste I. C'est historique. Banquier déchu envoyé aux travaux forcés pour avoir détourné les réserves fractionnaires de veuves qui finit souverain pontife. C'est fou. Mais attendez, cela veut dire que les premiers banquiers opéraient fondamentalement une escroquerie systémique dès le départ. En coulisses, oui, la pratique était courante, bien qu'illégale. La banque à réserve fractionnaire, c'était extrêmement lucratif tant que personne ne demandait son argent. Mais ça provoquait inévitablement des cycles économiques. Des cycles de boom et de récession. Exactement. Hurtado Soto explique que ce faux crédit crée un boom artificiel, comme sous l'empereur romain Commode, qui se termine toujours par une violente récession quand on découvre que l'argent n'est pas vraiment là. Bon, alors faisons un grand saut dans le temps. On arrive au Moyen-Âge, Rome est tombée, l'Église catholique est au pouvoir et elle impose de nouvelles règles, notamment l'interdiction formelle de l'usure. Le prêt à intérêt devient un péché mortel. Voilà. On pourrait se dire que ça va calmer les banquiers, mais l'économie avait besoin de tourner. Alors, ils ont trouvé une astuce, une sorte de vide juridique monumental. Oui, c'est ce qu'on a appelé le depositum confessatum.
Comment ça marchait concrètement? Eh bien, pour contourner l'interdiction de l'Église, les banquiers ont déguisé les prêts en faux dépôts. Le client remettait de l'argent, soi-disant en dépôt, mais il se mettait d'accord secrètement sur le fait que le banquier serait en retard pour rendre l'argent. Un retard calculé. Absolument, car le droit autorisait de payer une pénalité financière en cas de retard sur la restitution d'un dépôt. Cette pénalité de retard, c'était tout simplement l'intérêt déguisé pour satisfaire l'Église. C'est très malin. Mais l'effet pervers, c'est que ça a complètement flouté la frontière entre ce qui est un prêt et ce qui est un dépôt. C'est exactement ça. Si nous relions cela à une perspective plus large, ce chaos juridique a donné aux banquiers la couverture parfaite. Ils ont commencé à considérer tous les dépôts d'argent comme des prêts qu'ils pouvaient investir. Avec les mêmes conséquences désastreuses. Ce qui nous ramène à Barcelone avec cette fameuse Taola de Canvier. Les lois y étaient super strictes au XIVe siècle. Les banquiers devaient étaler une nappe bien spécifique sur leur comptoir pour prouver qu'ils avaient des garants. C'était une façon de rassurer le public, mais bon, on connaît la suite. Loi de 1321, banquier en faillite égale banquier décapité, comme ce pauvre Francesc Castelló. C'est quand même dingue d'imaginer ça avec les banquiers d'aujourd'hui. S'ils devaient faire face à un bourreau littéral au lieu de recevoir un plan de sauvetage massif de l'État, l'ambiance serait différente. La gestion des risques ne serait pas la même, c'est sûr. Mais même avec la menace de la hache, la pratique a continué. Regardez la prestigieuse banque des Médicis, en Italie. Ils ont fait pareil, Sam. Oui, ils ont fini par succomber à la tentation des réserves fractionnaires pour financer des guerres ou des spéculations. Et quand la panique a frappé, tout leur empire financier s'est effondré, provoquant une crise majeure. Ça n'a pas échappé à certains intellectuels. Je pense à l'école de Salamanque en Espagne au XVIe siècle. Il y a des érudits comme Saravia de la Calais qui ont été impitoyables avec les banquiers. Ces textes sont d'une virulence incroyable. Ils les traitaient carrément de gloutons voraces et de harpies, juste parce qu'ils utilisaient l'argent des déposants. Ces érudits de Salamanque avaient une compréhension très fine du problème. Ils ont redécouvert l'essence du droit romain. Ils disaient que payer des intérêts sur un dépôt à vue est une aberration mathématique, car cela force le banquier à spéculer avec cet argent pour générer cet intérêt. Ok, on voit bien que toutes ces banques à réserve fractionnaires finissent par faire faillite les unes après les autres. Mais il y a une question qui vient naturellement à l'esprit. Est-ce qu'un système honnête a jamais fonctionné? Un vrai système avec 100% de réserve? Eh bien oui, et ça a fonctionné de manière spectaculaire pendant plus d'un siècle et demi. La Banque d'Amsterdam. Voilà, fondée en 1609. Son principe était simple, elle s'en tenait strictement à une réserve de 100%. Chaque reçu en papier émis par la banque correspondait à une vraie pièce d'or ou d'argent stockée physiquement dans ses coffres. Et ça a été testé dans des conditions extrêmes. En 1672, la France envahit les Pays-Bas. C'est la panique générale, tout le monde croit que le pays va disparaître. Une panique bancaire classique se déclenche. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens se ruent pour retirer leur argent. Toutes les petites banques fractionnaires autour font faillite le jour même. Mais la Banque d'Amsterdam, Elle a simplement ouvert ses portes. et elle a rendu chaque pièce demandée par ses clients. Les pièces étaient même parfois encore noircies par l'incendie de l'ancien hôtel de ville des années auparavant, prouvant qu'elle n'avait jamais bougé. Waouh, l'argent était réellement là. Oui. Cette intégrité lui a valu les louanges des plus grands penseurs de l'époque, comme David Hume ou Adam Smith. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi cette banque parfaite a fini par s'effondrer à la fin du XVIIIe siècle? À cause de la politique. La ville d'Amsterdam a forcé la banque à enfreindre ses propres règles d'or pour lui accorder des prêts secrets. Donc, le seul système qui fonctionnait honnêtement n'est pas mort à cause du marché, mais parce que le gouvernement a décidé de mettre la main dans le pot de confiture. C'est le résumé parfait. Dès que le public a découvert que l'or n'y était plus, la confiance s'est volatilisée et la banque a fait faillite. Ça illustre vraiment l'alliance très dangereuse entre le besoin de financement des États et les banques. Surtout quand on compare avec ce qui se passait en France au même moment. Le désastre du XVIIIe siècle, les fameuses bulles de papier de John Law. Ah, le système de l'eau! Une catastrophe basée entièrement sur l'illusion des réserves fractionnaires. Et il y a l'histoire de ce fameux banquier, Richard Cantillon. C'est l'exemple ultime du conflit d'intérêts. Il a fait une fortune colossale d'une manière totalement frauduleuse. Comment s'est-il pris? Ses clients lui avaient confié en dépôt leurs actions de la Compagnie du Mississippi. Cantillon a senti que la bulle allait éclater. Alors secrètement, il a pris les actions qu'il devait juste garder et il les a vendues au prix fort sur le marché. Il a empoché tout le cash.
C'est du vol pur et simple. Bien sûr. Ensuite, le marché s'est effondré. Les actions ne valaient plus rien. Quand Ilion a racheté ces mêmes actions pour une bouchée de pain, il les a remises dans les comptes de ses clients et il a gardé l'immense différence. Et lors de son procès, il a utilisé ce vide juridique pour se défendre. Exact. Il a dit « Oh, mais c'est un dépôt irrégulier, ce sont des actions fongibles, j'ai le droit de les faire tourner. » C'est de la folie. Mais aujourd'hui, face à cette histoire chaotique, le monde financier moderne se défend. Ils utilisent un argument qui a l'air très scientifique, la loi des grands nombres. Oui, le fameux système des grands nombres. L'idée, c'est de dire, bon, une banque peut prêter 90% des dépôts parce qu'il est statistiquement impossible que tous les clients viennent retirer leur argent le même jour. Et c'est là que Huerta de Soto démolit complètement cette théorie. Il explique que c'est un énorme sophisme économique. Ah bon? Pourquoi? La loi des grands nombres, en probabilité, elle ne fonctionne que pour des événements aléatoires et totalement indépendants, comme lancer un dé. Mais dans l'économie, les comportements humains ne sont pas indépendants. Ils sont interconnectés. Exactement. Le système des réserves fractionnaires crée lui-même l'instabilité et la bulle qui va éclater. Quand la récession frappe, l'information circule. La peur devient contagieuse. Ce n'est plus aléatoire. Tout le monde soudainement veut retirer son argent en même temps. C'est ce qui crée la panique bancaire. Voilà. Le système crée lui-même la tempête parfaite qui invalide son propre modèle mathématique. Et c'est précisément pour cette raison que la Banque centrale a dû être inventée. Pour agir comme une sorte de pompier. Un prêteur en dernier ressort, oui. Pour perfuser en permanence de l'argent dans un système qui est, de par sa nature mathématique même, instable. Il faut vraiment relier tout ça à notre auditoire, à la vie de tous les jours. Parce que là, on a parlé de banquiers décapités, de papes, d'or caché, mais ça a un impact direct aujourd'hui. Quand on regarde l'application de sa banque sur son téléphone, l'argent sur le compte courant, juridiquement, ce n'est plus considéré comme un dépôt à conserver en sécurité. Non, absolument pas. La loi considère ça comme un prêt qu'on a fait à la banque. C'est une imitation totale d'un principe très simple du droit de propriété. L'argent ne nous appartient plus dès l'instant où il est sur le compte. Et cette mutation qui est totalement invisible pour le citoyen moyen, c'est le moteur principal de l'inflation qu'on subit et de tous les cycles économiques modernes. Je pense que ceux qui nous écoutent ne regarderont plus jamais leur solde bancaire de la même manière. C'est clair. Pour clore cette exploration, il y a une réflexion puissante qu'on peut en tirer, quelque chose qui n'est pas exploré directement, mais qui découle de tout ça. Je vous écoute. Si on admet que chaque crise économique majeure, chaque panique bancaire de notre histoire trouve son origine dans cette contradiction juridique sur la propriété de l'argent en dépôt, que se passerait-il si demain, la société entière décidait subitement d'imposer un retour à la loi romaine du Tantundem? Avec une réserve obligatoire de 100%. Voilà. Est-ce que le système financier mondial s'effondrerait de lui-même à cause du sevrage de crédit artificiel? Ou bien est-ce qu'on connaîtrait enfin, pour la première fois de l'histoire moderne, une véritable stabilité? C'est une question vertigineuse et on va laisser notre auditoire y réfléchir.